et dire aux élèves de les attendre à Waiguia qu'ils arrivent. J'en ai toujours tiré la sonnette d'alarme. Ils disent qu'ils arrivent à Waiguia. Le gouvernement, préparez-vous. Merci. L'honorable Gondé. Merci également, Monsieur le Président, et je vous remercie. Je remercie le gouvernement. Mais je vais parler des questions des frontières. Sinon que nous remarquons de plus en plus que les attaques sont principalement dirigées vers les camps de gendarmerie. Et l'on sait aussi que les terroristes passent par nos frontières pour atteindre ces camps. Pouvez-vous nous dire, dans l'orientation de la stratégie de défense, la sécurisation des frontières est-elle dévolue aux militaires, aux gendarmes, aux paramilitaires ou autres? Dans tous les cas, qu'est-ce qui est fait pour renforcer la sécurisation de nos frontières? Merci. Merci, Président. Je vais aller directement. Pourquoi toutes nos actions militaires, dans la majorité des cas, ne sont que des actions de riposte? Pourquoi ne pas aller à l'offensive et coordonner des actions avec les pays voisins comme le Niger et le Mali pour prendre les terroristes dans leur propre piège? Qu'est-ce qui bloque l'approvisionnement de nos FDS en moyens adéquats, matériels et financiers? Pourquoi ne pas diversifier très rapidement et dans l'urgence notre coopération militaire et assumer notre statut d'État indépendant sans oublier d'envoyer les hauts gradés de l'armée sur le théâtre des opérations? Ne serait-il pas opportun de revoir les niveaux de recrutement au niveau de la gendarmerie, de telle sorte à réserver les missions de protection des biens et des personnes et de sécurisation des frontières au niveau 1, niveau BPC, et celles relatives aux officiers de police judiciaire au niveau 2, BAC et plus? Dans le cas de la lutte contre le terrorisme, pourquoi ne pas faire appel sous forme de conclave à l'ensemble des autorités coutumières dépositaires des puissances de la guerre et qui ont fait leur preuve au cours de la période coloniale et post-coloniale? Je vous remercie. Bon, allez-y Pascal, doucement parce que les gens notent aussi vos questions. Allez-y. Merci, Président. Tous mes encouragements à l'équipe ministérielle qui est là. Je constate qu'il y a d'autres ministres qui sont venus soutenir. C'est déjà très important et c'est salutaire. Maintenant, dans tout votre exposé, dans tout votre projet de réponse, je n'ai pas entendu parler de la base aérienne, c'est-à-dire les moyens aériens pour, en tout cas, soutenir les troupes au sol. Et je voulais aussi, par solidarité, je voudrais que le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité puissent demander aux autres ministres qui organisent qui ont des activités à caractère festif dans la capitale, de sursoir à tout ça. Surtout si on peut sursoir au 11 décembre, c'est qu'il y a ces situations-là qu'on peut laisser tomber et puis revoir après. Et je voudrais aussi demander au ministre de la Sécurité de voir dans quelle mesure il pourrait renforcer les commissariats et les gendarmeries dans nos provinces. Et j'ai une pensée spéciale pour le Zandoma. On a récemment été visité. Et je pense que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il faudrait leur permettre quand même de pouvoir rassurer la population. Parce qu'il y avait une panique tout à l'heure, ce n'était pas vraiment simple. Et enfin, pour les primes des VDP, je n'ai pas bien compris. Vous avez dit 200 000 francs, c'est par personne ou bien par groupe, par mois. Et si c'est par groupe, je pense que ces VDP-là méritent qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire pour eux, à l'image des VDP comme Lagui Yoro de Titao, qui se débat comme un beau diable, excusez-moi le terme, en tout cas par presque leurs propres moyens. Il y a eu plusieurs fois, ils nous ont interpellés. Donc, nous faisons le porte-voix de ces gens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est par rapport à... Bon, si vous ne donnez pas vos noms, ce n'est pas grave. Bon, moi, c'est M. Dadeni, honorable Dadeni. Alors, moi, c'est par rapport à la prise en charge des veuves et des orphelins. Alors, vraiment, si vous pouvez revoir, en tout cas, le temps mis pour qu'ils puissent rentrer en position de leur prise en charge. Bon, s'il faut attendre jusqu'à peut-être des mois, ou même des années, pour entrer en position de ces primes-là, vraiment,
ce n'est pas aussi facile pour eux. Donc j'aurais souhaité que le ministre vraiment revoie en tout cas ce passage-là, pour s'il peut améliorer pour que immédiatement ces gens-là puissent rentrer dans leur... Je prie. Merci. L'honorable Barry Mokhtar. Ok, merci Monsieur le Président. Pendant que nous pleurions les morts dans l'attaque d'Inata, les réseaux sociaux faisaient état du fait que la gendarmerie de Bundoré dans la province de Yaga attendait aussi un ravitaillement en aliments. Le samedi dernier, ce détachement a replié à Seba. Qu'est-ce qui explique ce repli? Est-ce pour confirmer le manque de ravitaillement ou bien il s'agit d'un repli tactique? Monsieur le ministre, ma deuxième question, dans les zones à risque, on remarque que les détachements militaires, nos détachements militaires restent cantonnés dans leurs bases et attendent de subir les attaques des terroristes. Les populations se demandent pourquoi nos forces de défense et de sécurité ne sont pas offensives. C'est-à-dire pourquoi ne pas aller attaquer plutôt que d'attendre qu'on les attaque avant de riposter. L'honorable Gilbert Noël Ouédraogo. Monsieur le Président, Monsieur les ministres, le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale voudrait renouveler son soutien à nos forces de défense et de sécurité pour le travail qui est abattu sur le terrain. Et vous dire que nous vous faisons confiance et nous attendons de vous des victoires pour notre territoire, le Burkina Faso. Nous renouvelons ce soutien aux volontaires pour la défense de la patrie et aussi notre compassion et notre solidarité avec les populations éprouvées. Nous avons suivi la présentation qui a été faite par Monsieur le ministre. Nous voudrions insister sur quelques points, à savoir la réactivité des forces de défense et de sécurité suite aux alertes. Nous voudrions voir ce qui est prévu de manière concrète, parce que, comme on le dit souvent, il y a des interpellations, nous suivons tous, nous voyons qu'on signale des mouvements, mais à la fin, c'est comme si nous sommes surpris par ces interventions. Alors, qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce qui est fait pour que nous puissions avoir une réactivité plus proactive, de manière à pouvoir protéger notre territoire et redonner confiance aux populations qui doutent aujourd'hui et qui sont inquiètes. Je voudrais également aborder la question les questions d'ordre financier. C'est un élément important. Les familles des victimes peinent pour pouvoir donc avoir accès aux sommes qui devraient leur être données. Pourquoi le gouvernement ne mettrait pas en place un service spécial chargé d'assister les familles endeuillées? Parce que ce sont des personnes qui sont mortes pour la nation. Et être dans cette douleur et ne pas avoir l'assistance du gouvernement, être obligé soi-même de courir à gauche, à droite pour trouver les solutions, je pense que ce que le gouvernement peut faire, c'est de mettre en place une cellule spéciale dont c'est la responsabilité de faire en sorte que tout soldat tombé, cette cellule s'occupe d'assister la famille psychologiquement et dans tous les domaines pour que la question financière soit résolue jusqu'au bout. Il y a aussi les jeunes soldats qui tombent sur le terrain, qui n'ont pas cotisé les 15 années. On a parlé du remboursement. Est-ce que quelque chose d'autre ne peut pas être fait? Et on sait aussi que ces jeunes soldats, on parle du conjoint survivant. Généralement, ils sont dans des situations de concubinage, ne sont pas mariés légalement. Qu'est-ce qui est fait donc pour la conjointe qui reste avec des enfants, mais qui n'est pas légalement mariée? Ce sont des situations exceptionnelles, parce que ce ne sont pas des morts naturelles. Alors, à ce moment, le gouvernement aussi devrait voir qu'est-ce qui peut être fait dans ce domaine. Je voudrais aussi aborder la question de la coupure d'Internet. Je voudrais rappeler que l'Internet mobile au Burkina Faso, c'est quand j'étais ministre de l'économie, des postes et des technologies de l'information que nous avons adopté l'Internet mobile au Burkina Faso. Et ça me fait de la peine de voir que pendant 8 jours, on puisse suspendre cet Internet mobile au Burkina Faso en invoquant les raisons de sécurité dont on ne justifie pas suffisamment à l'attention du public. Il y a quand même des pertes économiques énormes parce qu'on dit que ça représente 70% du trafic, l'Internet mobile. Et ça fait des milliards de francs que nous perdons chaque jour pour cela. Alors, je voudrais savoir quand est-ce que vous allez lever cette suspension. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens, si c'est les réseaux sociaux,
de contrôle des réseaux sociaux que de pénaliser des personnes qui font de cette activité une activité économique pour elles. Nous avons déjà la question de la Covid, nous avons la sécurité, nous ajoutons des questions économiques. À mon avis, il y a vraiment quelque chose à faire parce que 8 jours, c'est quand même énorme. Et je voudrais qu'on nous dise ce que cela nous a apporté en termes de sécurité, puisque la raison invoquée est de dire que c'est pour des raisons de sécurité qu'on l'a fait. Et je voudrais dire aussi que les articles qui ont été invoqués pour le faire ne sont pas les articles qui devaient être invoqués, parce que les articles invoqués parlent de la qualité du réseau. Il s'agissait d'améliorer la qualité du réseau, pas de suspendre le réseau. Et à ce moment-là, la coupure intervient pour qu'on puisse travailler à améliorer la qualité du réseau. Alors qu'actuellement, aucun travail n'est fait sur le réseau. On a suspendu totalement, on a coupé le réseau. Il n'y a même plus de qualité, il n'y a même plus de réseau. Et là, je pense que cela pose énormément de problèmes et il faudrait voir ce qu'il y a lieu de faire pour qu'on puisse vraiment repartir dans une situation normale. Je voudrais aussi aborder dans votre présentation les questions des primes. La question des primes parce que souvent il y a des retards dans le versement des primes. Qu'est-ce qui peut être fait pour que les soldats qui partent en opération puissent effectivement avoir leurs primes, pour que nous n'ayons plus ce type de problème? Nous avons suivi, parce que ce sont des problèmes qui sont récurrents depuis longtemps. Vous avez parlé du déploiement des unités dans les zones sous menace terroriste. Là également, effectivement, c'est quelque chose de bien. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il semble qu'actuellement, le dispositif qui est mis en place, c'est un dispositif de défense camp. Donc, à ce niveau, les populations n'ont pas le sentiment que les forces qui sont sur place interviennent pour pouvoir les défendre, mais ont le sentiment qu'en réalité, la mission consiste à défendre le camp. Alors, est-ce que c'est le manque de matériel? Est-ce que ce n'est pas cela le véritable problème? Est-ce que nous avons vraiment... Il y a des efforts qui ont été faits par l'Assemblée nationale, les ressources ont été mises à disposition. Est-ce que ces ressources-là sont suffisantes pour mettre les moyens militaires nécessaires auprès de nos forces de défense pour que les forces de défense puissent aller agir sur le terrain et nous sauvegarder notre territoire? Ce sont des préoccupations parce que nous ne pouvons pas comprendre. Si les moyens sont là, si le matériel est là, c'est qu'il y a un problème. Soit ce sont les moyens qui manquent, soit les choses ne sont pas faites comme cela doit se faire. Mais en tout cas, nous, ce que nous voulons, c'est que le Burkina Faso retrouve sa quiétude d'avant et que chaque citoyen puisse se déplacer allègrement sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie. Il vous reste 7 secondes. Ah, merci. Nous donnons cette seconde. Vous n'avez plus rien. Merci. Monsieur le Président, nous vous donnons ces 7 secondes. Très bien. Le groupe parlementaire UPC a la parole et NTD se prépare. Bien, merci, Excellence, Monsieur le Président. Je vais passer la parole au député Kam Alain Wolé. Alors, Monsieur le ministre, sauf erreur de ma part, vous n'avez pas répondu à la seconde question du groupe parlementaire UPC. Si c'est une question qui vous dérange, vous nous le dites, parce que vous avez dit à l'entame de vos propos qu'il y a certaines questions qui ne trouveront pas de réponse. Si c'est le cas, il faudrait nous le dire et nous en tiendrons donc à cela. La question, je la répète, c'était de savoir qu'est-ce que le gouvernement pense d'une guerre populaire généralisée. En fait, nous pensons aujourd'hui que la guerre que nous sommes en train de mener aujourd'hui classique, on peut utiliser des moyens conventionnels pour combattre. Est-ce qu'on n'est pas en train de jouer à l'Autriche? Est-ce que franchement, on ne peut pas mener un autre type de guerre qui soit parallèle aux moyens qui sont utilisés contre nous? Première question. Deuxième question. Comment se fait-il que, malgré l'appui de certains de nos partenaires, dont la France et les États-Unis notamment, et l'existence de moyens modernes de surveillance aérienne, nos forces n'arrivent-elles pas à détecter les déplacements et mouvements forcément bruyants des terroristes venant par dizaines, voire plus,
sur des motos, au point que ces derniers peuvent commettre pendant plusieurs heures leur sale besogne dans nos villages sans réaction de nos forces de défense et de sécurité. Merci. Député Mathias. Merci. Monsieur le ministre, notre pays traverse les moments les plus tragiques de son histoire en tant qu'État indépendant. C'est une période cruciale où tout peut arriver et je pèse mes mots. C'est aussi un moment où il faut saisir l'occasion pour enfin dire la vérité au peuple burkinabé. Oui, monsieur le ministre, le peuple burkinabé a besoin de connaître cette vérité sur la nature des relations de coopération militaire avec les autres pays, notamment la France. En effet, les événements de Bobo, de Ouaga et surtout de Kaya, sur le convoi militaire français, où je dirais qu'on a frôlé le pire, nécessitent que vous donniez à la représentation nationale une explication claire sur cette coopération. C'est ce manque de communication qui a amené la population dans certaines provinces à bloquer le convoi militaire. Monsieur le ministre, quelle est la nature des relations de coopération militaire qui lient notre pays à la France? Pouvez-vous nous donner une explication claire sur le convoi militaire français qui a traversé le Burkina Faso? Pourquoi n'avez-vous pas communiqué à temps pour expliquer à l'opinion nationale les vraies raisons de la traversée de ce convoi sur notre territoire? Je vous remercie. Le député Tendano. Okay. Merci bien, mon président. Et merci bien, son Excellence, le président de l'Assemblée nationale. Le président du Faso, lors de son adresse à la nation d'hier, a pris d'importantes mesures, parmi lesquelles le déploiement de certains personnels. Ils sont là, ils me regardent, je ne vais pas citer de nom. Et sur les terrains, sur les théâtres de combat. C'est vrai, monsieur le ministre, comment comptez-vous réellement mettre en œuvre cette mesure, étant donné que vous n'êtes pas le plus gradé de l'armée? C'est bien vrai que la fonction prime sur le grade. Et je me demande comment vous allez demander à un général de division d'aller sur le terrain, étant donné que votre poste n'est pas éternel sur le terrain. Après, ça peut se ressentir. Je me demande quelles mesures, comment comptez-vous faire pour mettre en œuvre réellement cette mesure du président du Faso? Ensuite, ma deuxième préoccupation, et nos forces de défense et de sécurité sont-elles suffisamment équipées en armement pour faire face aux attaques terroristes? Parce que quand on nous attaque, nous entendons tous les commentaires. Pouvez-vous nous dire, est-ce que réellement nos forces de défense sont suffisamment équipées pour faire face aux puissants de feu de nos ennemis? Je vous remercie. Merci, l'honorable Sanou. J'ai des difficultés pour prononcer le nom. Bon, merci quand même. Monsieur le ministre, vous avez évoqué le fait que l'identité de nos agresseurs n'est pas réellement connue, mais qu'une partie de ces agresseurs sont des enfants du pays qui ont pris des armes pour se retourner contre leur nation. Vous avez évoqué, en parlant de ça, un processus de déradicalisation. Je voudrais savoir si nous savons pour quelles raisons, si nous connaissons les raisons de la radicalisation des enfants du pays qui ont pris les armes contre leurs frères et sœurs. Connaissons-nous vraiment les causes de la radicalisation? Si on ne sait pas où on va, on a peu de chances d'y arriver. J'ai une deuxième préoccupation qui est la suivante, qui porte sur la suspension de l'Internet dans notre pays. L'honorable Gilbert Ouedraogo a évoqué les conséquences économiques de cette suspension. Pour moi, cette suspension est d'une gravité exceptionnelle dans notre pays, en ce sens qu'elle constitue une vraie privation de liberté. Mais je me pose des questions
sur la pertinence même de cette suspension. Vous avez évoqué des raisons de sécurité. Pourquoi n'avoir pas suspendu l'Internet depuis 5 ans si cette suspension devait permettre de résoudre les problèmes de sécurité? Et la question est vraie aussi pour la suite. Est-ce que, devant la représentation nationale, est-ce que nous allons être victimes encore d'autres périodes de suspension s'il s'agit d'un problème de sécurité? Je voudrais une réponse à cette question. Monsieur le ministre, nous sommes en guerre et tout le monde le sait, personne ne pourrait le contester. Vous êtes un chef de guerre. Pourquoi n'avez-vous pas une tenue militaire? Je vous suggère, en tant que général, de garder votre tenue militaire lors de vos apparitions publiques. Ça a un aspect psychologique, mais c'est important pour notre population, pour notre peuple. Il semblerait que les responsables de sécurité de nos ministres, quand ils sont en déplacement, touchent un traitement de 22 000 francs par jour, tandis que nos agents qui sont en poste, en mission et en guerre touchent 4 000, 5 000 ou 6 000 francs. Pourquoi ne pas considérer que nos militaires qui sont au front sont en mission et revoir leur rémunération en conséquence? Je vous remercie. Bien, merci. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais donc, en tant que président du groupe, d'abord apporter mon soutien sans faille au FDS et vous dire, et leur dire que je me mets à leur disposition pour mener le combat, malgré mon âge. Mais j'ai une contribution, laquelle les FDS évoluent dans un terrain qu'ils ne connaissent pas, sur le plan culturel, sur le plan historique. Nous sommes prêts. Et parce que tout simplement, on ne nous a pas demandé jusqu'à présent à apporter des éléments pour la connaissance de ce terrain. Il n'y avait jamais eu de chance, on ne nous a pas demandé. Et je le dis parce que tout simplement, il vous souviendra qu'il a été très souvent question de la stigmatisation pour tous ceux qui portent le turban étaient perçus comme des terroristes. Je porte le turban, mais je ne suis pas terroriste. Je suis un militaire à la retraite engagé. Je vous remercie. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai oublié Cabré. Ah bon? On a oublié, hein? D'accord. Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais embaucher la trompette entamée par le député Sanou sur le caractère, le classicisme de la guerre et demander si c'est possible vraiment qu'on saute des étapes aujourd'hui pour changer de fusil d'épaule. Nous ne sommes pas des militaires, je ne suis pas militaire, je ne peux pas rentrer dans ce que je ne connais pas au risque effectivement de tordre le cou à certaines réalités. Mais j'imagine que ce n'est plus une guerre où on respecte les conventions internationales. Les grandes puissances ont changé de nom aujourd'hui. La guerre qu'on connaissait, c'était des hélicoptères, c'était des avions de guerre, c'était le nombre de militaires, et qu'on classait les États-Unis premier, la Chine deuxième, etc., etc. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ici, on ne peut pas, de mon point de vue, continuer à penser que le général ne peut pas commander une section, le capitaine ne peut pas diriger. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est de changer la tactique de guerre et la technique de guerre pour gagner la guerre. Si ce n'est pas faisable, vous m'excuserez. Si c'est faisable, gérons-le comme ça. Si les gens sont des de paradigme, comme le président le disait hier soir, les gens sont des animaux. Je ne vais pas dire qu'on va marcher à 4 pattes pour les combattre, mais changeons de comportement forcément. Parce que si un général ne peut pas aller au front, si un capitaine ne peut pas aller au front, les gamins que nous regardons mourir aujourd'hui, ça donne la chair de poule karma. Et vraiment, c'était juste pour savoir si on peut changer. Si par le trichement,
que nous avons aujourd'hui, ce qu'ils font à leur niveau, nous pouvons, au niveau de notre armée, changer de comportement et laisser le classicisme là. La deuxième préoccupation, je voulais faire une observation pour vous dire, vous n'êtes pas sur le terrain, nous sommes dans les communes. Et je vous dis, le patriotisme presque au niveau de l'armée et au niveau de la population est en train de foutre le camp. Et si on ne fait pas attention, regardez, des gens qui font des doigts, des prières. Nous avons appris de par le passé que quand, par exemple, il y a une guerre, une défense de la patrie, quand les gens prient pour les militaires, leurs enfants qui sont militaires, c'est pour qu'ils aillent gagner la guerre pour la patrie et revenir vivants. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. J'ai assisté personnellement à des prières pour militaires. Les gens prient, ils se regroupent pour faire des doigts parce qu'on envoie leurs enfants à Arbina et ils veulent que l'affectation soit annulée. Oui, oui. Et nous-mêmes qui sommes des petites autorités, tous les jours que Dieu fait, tu as des coups de téléphone. Est-ce que vous pouvez m'aider pour que je me rapproche de Ouaga? Est-ce que vous pouvez m'aider? Ça veut dire que les gens ne veulent pas faire la guerre. Si c'est comme ça fait, ça veut dire que même les populations ne veulent pas que leurs enfants aillent combattre. Ils veulent qu'ils restent à Ouaga ici pour vivre avec. Et ça, je le signale parce que c'est important. Ça veut dire que dans la mentalité des gens, il y a un problème du refus de guerre. Je termine en disant, moi j'ai fait le Cernapo. Ils sont nombreux ici à l'avoir fait. On nous a appris à l'époque que nous étions des réservistes. Que quand le pays aura besoin, nous allons être appelés. Tout de suite, il parlait d'une guerre généralisée. Ce n'est pas sûr que je puisse, si on ne me forme pas une semaine, 2 semaines, à reprendre l'arme et la manipulation sera sereine, mais je sais que si on me recycle 2 semaines, je peux aller encore faire quelque chose. Oui, bien sûr. Mais Newton Ahmed Barry l'a dit. Mieux vaut aller mourir au front dignement que de rester ici pour qu'on vienne m'assassiner lâchement. Mes grands-parents me diront quoi quand je vais y aller? Je pense que nous devons avoir ce courage aujourd'hui-là de généraliser notre combat, d'appeler et d'interpeller tous ceux qui peuvent le faire pour qu'ils aident le pays à sortir de ce bourbier. Courage à vous, nous sommes derrière vous et nous serons toujours derrière vous. Vous, vous êtes notre fierté, notre armée, c'est notre fierté. Nous ne pourrons jamais, jamais vous remercier assez. Que Dieu vous accompagne davantage, mais faites quelque chose pour que nous puissions sortir de nos larmes là. Merci. Bien, merci. Vous avez une minute. D'accord. Merci, Président. Merci, Excellence. 1 minute, c'est suffisant parce que la majeure partie de mes préoccupations ont été prises en compte. Il y avait cette question de prise en charge des soldats qui vont au front. Et cela a été largement... en tout cas développé. Alors, c'est juste une précision. En profane, en fait, bon, nous entendons souvent parler de l'insuffisance de l'appui aérien. Est-ce à dire que nous n'avons pas encore réussi à nous équiper suffisamment pour appuyer nos éléments au sol avec les moyens aériens? Ou alors, est-ce que cela relève... comment dire, d'une stratégie qui est sciemment en fait mise en œuvre. Je vous remercie. Merci. Et donc, c'est le dernier intervenant du groupe parlementaire UPC. Et donc, le groupe parlementaire NTD a la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je passe alors la parole à Monsieur le vice-président Nia. Merci, mon président de groupe. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée. Merci, Monsieur le ministre, pour votre prestation. J'avoue que j'ai revu à la baisse mes questions. Cependant, je voudrais rappeler à mes collègues que la discipline a fait et a toujours fait la force de nos armées. J'ai aimé, lorsque, Monsieur le ministre, vous avez pris la parole, à l'entame, vous avez dit que vous allez être sincère avec nous. Ma question est de savoir si, aujourd'hui, vous avez la conviction de porter une armée où règne la cohésion entre officiers, sous-officiers et militaires du rang. Est-ce que, Monsieur le ministre, pour le moment, aujourd'hui,
les ordres sont exécutés sans hésitation ni murmure. Je voudrais, Monsieur le ministre, dire qu'au regard de la lourdeur administrative, quelquefois normale et justifiée, ne serait-il pas opérationnel que les commandants de forces spéciales, tout comme les commandants des régions militaires et gendarmerie, agissent directement en relation avec le chef d'état-major général des armées, surtout pour les zones qu'on connaît à forte turbulence comme le Sahel, le Nord, l'Est et la boucle du monde. En clair, je veux dire, si on permettait à ces chefs de zone, ces chefs militaires, de poser directement leurs problèmes à l'autorité, ce qui nous fait gagner en temps et en efficacité de mon point de vue. Je me demande pourquoi l'aviation, c'est-à-dire les hélicoptères, les aéronefs, pourquoi ces dispositifs ne sont pas rapprochés des zones de haute turbulence, c'est-à-dire au Waïguya, Dori, Fada, Oumoun, là-bas. Pourquoi on n'amènerait pas donc ces dispositifs-là à côté, ce qui va donc permettre une intervention aérienne plus rapide et plus efficace? Je me pose toutes ces questions-là, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, c'est vrai, le renseignement rime avec rivalité. Vous l'avez dit, vous avez déjà répondu vous-même, mais ça ne m'a pas suffi. La place exactement et le rôle de l'Agence nationale de renseignement. Je n'ai pas très bien compris quelle est la place et le rôle. Et je dis, cette institution communique très peu. La population ne connaît pas cette institution. Quelle pourrait être, Monsieur le ministre, la place et le rôle des sociétés privées de sécurité dans la chaîne opérationnelle quand on vous a entendu parler longuement des VADS, alors que nous savons que ce monde-là, je veux dire, les sociétés privées de sécurité comptent un peu plus de 40 000 personnes, je sais de quoi je parle. Et certains crimes sont commis devant ces gens-là, assis sous des antennes, et ils suivent tout, sur tous les axes routiers. Et dans les zones où les attaques ont déjà eu lieu, pourquoi on ne pourrait pas donc s'emparer de ces lieux-là, s'y installer de manière durable et de faire en sorte que les djihadistes ne reviennent plus sur leurs pieds? Un honorable député l'a dit, je crois Belém de Waïguya, on intervient, on les met dehors, ils reviennent, ils vous préviennent qu'ils vont revenir et effectivement, ils reviennent. Pourquoi d'ailleurs ne pas déclarer ces zones-là en état de siège? Les zones que, heureusement, nos troupes auraient pu donc conquérir après de rudes combats. Alors, pour terminer, je me dis qu'il pourrait être instauré de façon périodique une rencontre entre la troupe et le ministre que vous êtes, ou le chef d'état-major au bas mot, le chef d'état-major général des armées, parce qu'on sait que quand la troupe est proche des dirigeants, eh bien, ça galvanise, ça amène les autres. Je vous remercie. Merci bien. Le député Tombiano. Merci, président de groupe. Merci, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Je voudrais également adresser vraiment mes encouragements à l'ensemble des ministres et en particulier au ministre de la Sécurité et de la Défense pour tout ce qu'il faut.
Monsieur le ministre, vous-même, vous l'avez déclaré, aujourd'hui, il est clairement établi que les VDP constituent vraiment une entité, en tout cas acceptée dans nos campagnes et dont la contribution est énorme en termes de sécurisation de nos campagnes. Cependant, vous-même, vous l'avez dit ici, en termes d'allocation, 200 000 francs par groupe de 20 et par groupe de 10, soit 20 000 francs par volontaire, par mois. Si on fait une division arithmétique, ça fait 667 francs par jour pour des compatriotes qui s'engagent volontairement avec leurs propres moyens de déplacement, pour le carburant, pour l'entretien de ces motos, pour leur restauration. Monsieur le ministre, est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'il n'est pas temps véritablement d'accompagner ce groupe qui fait vraiment du bon travail, en tout cas sur le terrain? Dans le même ordre d'idée, est-ce qu'il ne serait pas opportun d'anticiper pour canaliser et contrôler justement cette nouvelle force de plus en plus légitime en confiant à un département ministériel la charge de mobilisation des volontaires pour la défense et la sécurisation de la patrie? Et comme les honorables Cam et m'ont dévancé, vraiment, est-ce qu'il n'est pas temps? Est-ce qu'il n'est pas temps d'envisager vraiment la mobilisation générale pour la défense du pays? Parce que c'est parce que nous sommes en sécurité que nous sommes là aujourd'hui à Ouaga. Mais pour combien de temps si nous ne nous réveillons pas? Donc, je pense qu'il est temps d'engager tout le pays dans ce combat. Je vous remercie. Monsieur député Ivar Karim. Merci, Président. Monsieur le ministre, moi j'ai plusieurs préoccupations. Seulement comme les uns et les autres m'ont déjà dévancé, ils en ont pris quelques-unes. Mais souvenez-vous qu'en 2011, il y a eu au sein de l'armée et de la police plusieurs militaires et policiers qui ont été radiés. Actuellement, ils constituent des soldats réservistes. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire appel à ces gens pour appuyer l'armée et la police? Parce que déjà, nous savons qu'ils interviennent au niveau des renseignements. Monsieur le ministre, moi, je voudrais savoir, en français facile, que signifie réorganisation du cadre d'emploi, du terme, réorganisation du cadre d'emploi des VDP, en français facile. Je voudrais savoir ce que ça signifie. Parce que vous voyez, au niveau du Sahel, il n'est pas facile d'être un élu national. Tu es sollicité partout et à tout moment. Même à minuit, on t'appelle. Tu es obligé de laisser ton téléphone ouvert. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir attaque. Et quand il y a moindre attaque, c'est nécessairement un élu national qu'on prend. Alors, ceci fait que, au niveau de certaines localités, comme par exemple Mansilla, l'accessibilité est très très difficile. Il y a un seul pont mobile sur la Faga qui désenclave Mansilla jusqu'à Gaïeri. Pourquoi ne mettons-nous pas le génie militaire en service de la nation pour la construction des infrastructures, surtout les infrastructures routières? Aussi, si vous prenez le cas de Foubé, pour accéder à la commune de Foubé, il faut des escortes. C'est la même chose qu'à Arbinda. Et les escortes ne sont pas régulières. Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour que ces escortes soient régulières? Parce que vous prenez le cas d'Arbinda où il y a 56 000 déplacés internes actuellement. La masse même, la masse des vivres qu'il faut pour une journée devient très très importante. S'il faut attendre
2 ou 3 semaines, voire même parfois 4 semaines, c'est-à-dire 1 mois, pour qu'il y ait escorte, ça devient très très pénible pour la population. Je vous demande ici de faire quelque chose pour les populations de Arbinda et de Foubé. Merci. Je vous remercie. Le député Koudiati, s'il vous plaît. Oui, merci. Je voudrais réaffirmer également mon soutien aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie. Alors, j'ai 2 petites préoccupations. La première est relative au mode opératoire des djihadistes. C'est le matin, à 5 heures du matin, etc., ainsi de suite. Je ne vais pas aller en détail, mais comment nous, on peut s'expliquer cela? Ils ont le même mode opératoire. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité pour nos FDS d'anticiper et de prévoir quand même ces attaques-là, en se disant, là où il y a des postes reculés, qu'ils sont à même d'attaquer à tout moment? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tout le temps surpris? Je reviens sur l'occupation de certains axes routiers dans certaines provinces. Je suis de l'Est, c'est un exemple. La Tapua, Komandjari, la Kompiemga, etc. Tous les axes routiers sont occupés par des individus armés non identifiés tous les jours à des points précis. Pourquoi il n'y a pas d'intervention pour dégager ces axes-là? À tel enseigne qu'aujourd'hui, les compagnies de transport, etc., arrêtez d'y aller. Quand est-ce que donc vous envisagez mener des opérations de façon à permettre aux populations de ces régions-là d'aller et venir? Parce que les services, tout est fermé, et je pense que s'il n'y a pas d'actions vigoureuses qui sont menées, bon, vraiment, ça pose problème. Je vous remercie. Merci bien. Il vous reste 1 minute 47 secondes. 1 minute. Député, ça va, ça peut aller. Député Séré. Merci bien, Président, et merci au ministre de la Défense qui a bien voulu présenter à l'Assemblée nationale des réponses. Il y a des moments dans la vie d'une nation où il n'est pas aisé d'être dans certaines postures. Et nous comprenons aisément donc cette posture actuellement. Et c'est pour ça que vous avez tout notre soutien. Et ce sont des moments aussi qui permettent de rentrer véritablement aussi dans l'histoire. Et c'est pour ça que nous vous encourageons véritablement à faire ce qu'il faut pour que la nation puisse se retrouver avec elle-même, pour que nos forces de défense et de sécurité qui ont tant besoin de plus de courage, de plus de soutien, puissent véritablement sentir que nous sommes à leur côté. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme le disait le Cid. Ce courage-là, nous voulons que vous puissiez l'avoir tous les jours. Et ce courage-là, nous souhaitons que pour les enfants de la nation, vous preniez en compte sérieusement tous les engagements qui ont été faits par le chef de l'État et l'ensemble des suggestions qui sont ici faites là pour nous permettre véritablement de ne plus revenir parler encore de pertes si importantes en vies humaines. Merci. Merci bien. Il vous reste 15 secondes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je crois qu'on en a fini. Merci. Merci. Alors, je passe la parole au groupe parlementaire CDP. Vous avez 20 minutes. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée, je voudrais donner la parole au premier chef, au député Yahya Zungrana, qui a apporté notre question à la plénière pour sa réaction. Merci, Président du groupe. Monsieur le ministre, 2 minutes. Cette guerre nous est souvent qualifiée de guerre asymétrique. Ce qui veut dire que les forces pour contrer cette guerre ne doivent pas être des forces classiques. Avons-nous réellement l'organisation militaire adéquate? Parce que partout, nous pensons que dans le monde, cette guerre est la guerre des forces spéciales. Avons-nous les forces spéciales qu'il faut pour contrer
les terroristes. Deuxièmement, nous constatons le développement d'une économie locale dans les zones occupées par les terroristes. Les trafics de carburant y sont facilités. On chasse les orpailleurs pour récupérer les zones d'orpaillage. La récupération donc du bétail. Monsieur le ministre, savez-vous qu'en réalité, dans les zones occupées par les terroristes, une forme de colonisation est en cours? Quelle est votre stratégie de récupération des zones désertées et de retour des populations et de l'administration dans ces zones occupées aujourd'hui par les terroristes? Car c'est de cela qu'il s'agit. Dans le Sourou, par exemple, aujourd'hui, malgré la conversion, entre griffes, des populations à leur desiderata, cela ne les empêche pas de disloquer les foyers et les familles par des méthodes très simples pour disloquer les foyers et les familles et remarier les femmes à qui ils veulent et saper donc l'organisation sociale des familles dans cette zone. Si vous êtes informé, Monsieur le ministre, quelle est votre stratégie de retour de l'administration et de retour des populations à une vie normale dans ces zones? Merci. Je vous remercie. Honorable Maïmouna Ouedraogo. Merci, Président. Et en tout cas, les forces de défense et de sécurité, les VDP, vous avez l'accompagnement et le soutien de la représentation nationale. En témoigne le vote du budget pour renforcer le budget de la défense et de la sécurité, la loi de programmation militaire, la contribution de l'effort de guerre, 1 million par député, de la 7e législature. Et le ministre l'a souligné lors de son exposé, l'évolution positive du budget de la défense et de la sécurité. Le président du FASO a changé plusieurs fois les ministres de défense et de sécurité. Malgré tout ça, ce n'est pas simple. Monsieur le ministre, quelles sont les difficultés réelles rencontrées dans la défense du territoire? Et enfin, depuis 2016 que les terroristes nous attaquent, vous connaissez maintenant les stratégies que les terroristes utilisent pour attaquer. Pourquoi ne pas revoir nos stratégies de combat? Je vous remercie. Merci. Honorable Yacouba Milogo, à la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais saluer la franchise du ministre de la Défense lorsqu'il apportait les réponses, n'est-ce pas, de vos questions soulevées, qui reconnaît que la situation est suffisamment très grave et qu'elle est préoccupante. Je n'en dirai pas plus. Alors, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on veut trouver des solutions à des problèmes. Mais si on ne se pose pas les vraies questions, si on ne soulève pas les vrais problèmes, il serait difficile de venir à bout, n'est-ce pas, donc, de ce phénomène-là. Alors, je ne suis pas un spécialiste en sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, l'ère n'est plus, n'est-ce pas, donc, aux tergiversations. C'est de voir comment est-ce qu'on peut, en tout cas, se donner des idées pour trouver des solutions ensemble, n'est-ce pas, donc, unis. Et ce qui m'amène à dire, parce que le ministre, dans son intervention, a parlé de l'union sacrée des forces vives de la nation. Donc, je voudrais savoir, c'est quel contenu vous donnez à cela. Voilà, parce qu'on a toujours dit, il faut s'unir, il faut. Maintenant, c'est quel contenu vous donnez à cela? Alors, Monsieur le ministre, moi, j'ai suivi une émission, c'était un débat ouvert, où quand même il y a des spécialistes qui se sont donnés quand même à cœur joie, mais il dénote, j'allais dire, il met du doigt aux problèmes liés même au fonctionnement des FDS. Moi, je voudrais savoir, lorsque vous avez décliné un certain nombre de difficultés, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais on perçoit qu'il y a véritablement des difficultés au niveau des FDS. Il ressort que, j'emploie un terme qui est technique, que le protocole de positionnement des FDS, il semble qu'il y a certaines forces de sécurité qui ne sont pas à leur place. Donc, le positionnement n'est pas adéquat. Donc, j'avoue que je n'en dirai pas plus, mais ça fait quand même froid au dos. Et moi, c'est pour dire tout simplement que véritablement, il va falloir que, parce que vous êtes les premiers répondants, n'est-ce pas donc, pour arriver à bout de ce phénomène-là, que vous, en tant que FDS, il faut, sans complaisance, regarder la situation
et mettre le doigt là où ça fait mal pour avoir des réformes profondes, pour pouvoir en tout cas... bon, dès hier, le président du FASO a annoncé des mesures. Nous attendons. Merci beaucoup. Merci. Honorable Yagibou Bouba, vous avez la parole. Merci, Président. Faisant mienne les préoccupations posées par le groupe JRN et insistant sur l'illégalité patente de la suspension de l'Internet et espérant qu'au sortir de l'exercice de l'interpellation de ce soir, le gouvernement voudra bien rétablir sans délai la fourniture de l'Internet. J'ai ces questions que je m'en vais rapidement poser. Première question, les autres forces de sécurité paramilitaires, que sont les agents des eaux et forêts, la douane, la police, pour ne citer que celles-là, font-elles partie du dispositif de lutte antiterroriste? Si oui, comment se fait la coordination? Sinon, pourquoi? Deuxième question, les forces combattantes sur le terrain, gendarmerie, police, militaire, ont-elles le même statut, le même traitement, le même matériel? Sinon, pourquoi? Troisième question, avons-nous réellement des alliés dans cette lutte? Si oui, quelle est leur contribution? J'en ai fini, merci. Merci. Honorable Salifou Samandourgou, Salifou Soro se prépare. Merci, Monsieur le Président. Moi, ma première préoccupation concerne la menace terroriste dans la province du Boulgou, précisément dans la... Oui, précisément, en tout cas, je disais que ma première préoccupation concernait la menace terroriste dans la province du Boulgou, précisément dans la zone de Bané et de Bitou. Je pense qu'en début de mois, le ministre de la Sécurité Maï a effectué même un déplacement dans la zone. Je tiens ici à saluer vraiment l'intervention de nos forces de défense et de sécurité qui ont en tout cas un peu même calmé les choses. Mais une chose, c'est d'intervenir et d'autres choses, c'est de maintenir le cap pour que, bon, vraiment, en tout cas, il n'y ait pas, en tout cas, le terrain ne soit pas encore occupé par les mêmes terroristes. Donc, j'aimerais vraiment, en toute sincérité, demander au ministre quelles sont les dispositions vraiment que le gouvernement prend pour que, bon, en tout cas, pour assurer même rassurer la population du Boulgou en ce qui concerne vraiment, en tout cas, la sécurité, leur sécurité même dans la zone. Voilà, parce qu'il faut le dire, bon, en tout cas, c'est la dernière province même qui vient d'être sous menace terroriste. Je le dis parce qu'on ne souhaiterait pas vraiment que, en tout cas, ça soit encore une chose. Voilà, donc ça, c'était la première intervention. Ma deuxième intervention concerne l'ex-RSP. Voici une unité d'élite dont les éléments ont été, en tout cas, formés à la lutte antiterroriste. Même si certains les avaient qualifiés de tigres sur papier, en tout cas, la solde même d'un seul individu, il faut lui reconnaître qu'en tout cas, ils ont eu à faire un travail remarquable dans la sécurisation même de la bande frontalière et de la sécurisation, en tout cas, dans la défense de la patrie. Depuis le début de ces événements, je souhaiterais savoir, en tout cas, quelle a été la contribution de ces éléments, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'union, de la contribution de tous pour vraiment arriver au bout de ces phénomènes. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu, si ce n'est pas fait, de les faire appel pour vraiment, en tout cas, bénéficier de leur contribution et de leur expérience? Merci. Merci. Merci, honorable Salifou Saorgo. Merci, Monsieur le Président. J'ai choisi, en prenant la parole, d'être concis, mais aussi d'être très réservé au regard donc de la sensibilité de la thématique. La polémique stérile, souvent en politique, n'a pas lieu d'être. Parce que lorsque l'ennemi frappe, les chapelles n'existent pas. J'ai choisi d'être réservé également par respect pour les morts et les familles endeuillées, mais aussi
pour plus d'1 million de déplacés, des familles disloquées. J'ai une forte pensée pour eux. Et ça m'amène à ne pas être très long. Mais enfin, parce que l'ennemi nous écoute, j'aurais aimé que nous fassions l'économie de cette séance, mais je comprends bien, il y a un devoir de redevabilité. Ceci dit, j'ai écouté avec intérêt l'adresse du chef de l'État hier soir, hier nuit, le chef suprême des armées. J'ai pris note de ce que dans l'avenir, les autorités politiques, les autorités plutôt militaires, par devoir de solidarité, seront engagées plus que de par le passé pour des opérations donc de terrain auprès de la troupe. Je salue cela. Mais je souhaiterais également que dans la même lancée, que les camps militaires que nous retrouvons un peu partout dans les cités, Ouagadougou, Bobo, Koudougou, Ouaïguya et j'en passe, que dans la même foulée nous puissions les déplacer hors des villes. Je touche du bois, je ne le souhaite pas. Si Ouagadougou devait être attaqué, les camps militaires sont des cibles et partant, les populations civiles seront fortement exposées. Donc j'appelle fortement à ce que la présence donc plus continue et massive des autorités militaires sur le terrain s'accompagne par le déménagement des camps militaires, à l'exception des aspects administratifs qui pourraient encore rester dans la ville. Enfin, pour terminer, je voudrais réitérer un appel fait à votre prédécesseur, Monsieur le ministre de la Sécurité. Permettez que les populations vaquent d'une ville à une autre, d'une province à une autre, sans ces contrôles humiliants que nous constatons au sortir donc de nos villes et campagnes. Je vous remercie. Merci. Honorable Yampa Boukari, Jacques. Merci, Monsieur le Président. Dans l'intervention de Monsieur le ministre, il parlait des difficultés dans le circuit administratif. Est-ce qu'en période de guerre, à l'heure actuelle, nous sommes en période de guerre, il n'y a pas lieu d'alléger un peu les circuits administratifs pour permettre à chaque, dossier de passer facilement. En plus de cela, il a parlé aussi de l'excellent travail des VDP. Pourquoi ne pas accélérer la formation des VDP sur le terrain et donner plus de moyens? Parce que là, ils n'ont pas de moyens. Il y a quelqu'un qui a évoqué le moyen personnel des VDP sur le terrain. Et au lieu de revoir tout ça, pour qu'ils puissent avoir plus de moyens pour accompagner les FDS. Les lieux déjà libérés, parce que les gens se sont tous déplacés et laissé les lieux vides. Il se trouve que les jadis occupent les lieux. Et quand il y a un survol d'avion, ils disent non, que le lieu est déjà occupé par la population. Ce ne sont pas les gens du village. Hein. Ce sont des djihadistes qui occupent le village et ils sortent là-bas, ils font des attaques. Il y a lieu que tous ces éléments-là, vous les preniez en compte. Parce que je pense que si quelqu'un part occuper un village et que vous venez surveiller, que vous dites que c'est des habitants, bon, écoutez, on ne peut pas manger les œufs, on peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Je vous remercie. Merci. Tapsoba Achille. Avant que je laisse la parole au député Edi Kombebo pour conclure, je voudrais nous résumer les propos du groupe parlementaire.
Nous saluons cet exposé, mais nous saluons surtout la représentation nationale pour avoir pris cette initiative de cet exercice. Je salue les intervenants de tous les groupes parlementaires qui ont posé des questions pertinentes, actuelles et cruciales. Mais nous avons écouté l'exposé. Le constat est assez inquiétant. 6 ans de guerre, beaucoup de choses ont été faites selon l'exposé du ministre, des dispositions ont été prises, des mesures ont été prises, etc. Mais le constat du résultat reste difficile. Le terrorisme avance. C'est presque à moins d'une centaine de kilomètres des 2 capitales de notre pays. C'est le constat des résultats qui nous amène à interpeller encore une fois les autorités supérieures. L'heure n'est plus aux explications, aux justifications. Il s'agit maintenant de solutions rapides, immédiates et efficaces. D'abord, pour stopper l'avancée de ces groupes terroristes et les faire reculer, pour envisager des solutions alternatives, parce que nous avons des difficultés, même en matière de coopération, d'efficacité en matière de coopération, et pourquoi pas des solutions immédiates et efficaces qui vont jusqu'à la possibilité à envisager de négocier, s'il est vrai que les actuels groupes terroristes sont constitués en majorité de Burkinabés eux-mêmes qui attaquent les Burkinabés. Et surtout, mettre l'accent sur l'amélioration de la gouvernance. Les détournements qui se constatent encore affaiblissent les moyens de l'État nécessaires pour sauver la patrie. Il faut enfin qu'on s'unisse, d'accord, et comme l'ont dit certains députés, qu'on sache comment s'unir et pourquoi s'unir et de quelle manière. Guerre populaire généralisée, nous adhérons à cela parce que tout le monde doit se sentir concerné. Merci. Je crois qu'on a 3 minutes, non 2 minutes pour rectifier. Vous avez 1 minute 45. Monsieur le ministre, encore merci. Comme on a dit, on ne va pas s'étaler sur les secrets militaires ici, mais vous avez donné qu'au cours de 2018-2021, on a construit 29 commissariats et 9 brigades. Est-ce que vous pensez que c'est toujours dans la forme classique des commissariats et des brigades de gendarmerie, dans la forme d'OPJ, qu'il faut aujourd'hui pour combattre ces terroristes? Sinon, vous avez également dit qu'on est en train de construire des GARCI un peu partout, 2 qui sont opérationnels, 2 qui sont en construction. 1 minute. Est-ce que vous pensez qu'il y a 4 GARCI suffisent pour combattre ces terroristes? Monsieur le ministre, vous avez également parlé d'accords de coopération que nous avons avec certains pays qui sont d'excellents accords. Mais ces accords ont évolué. Aujourd'hui, les populations ne comprennent pas que nous ayons des accords avec des pays qui ont une force de frappe et que sur le terrain, les résultats ne marchent pas. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire évoluer ces accords de coopération vers des accords de défense en attendant que nos propres armées puissent être formées, puisque ça prend du temps? L'avant-dernière question, c'est que vous avez exposé ici dans le budget la programmation militaire ramenée à 2021, c'est 605 milliards de budget, mais la dotation était un peu plus de 300 milliards. Alors, si c'est 300 milliards... Non, juste pour Monsieur le député, vous avez épuisé votre temps. Non, je dis non. On sait parler ce soir par rapport au temps. Ok, allez-y. Merci. Alors, à présent, je passe la parole au président du groupe parlementaire RDJ. Vous avez 20 minutes, comme le CDP. Merci. Et attendez. Vous pouvez y aller. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, le groupe parlementaire RDJ, Rassemblement pour la démocratie et la justice, avant donc de poser ces questions et ces commentaires,
voudrais solennellement et avec force adresser ces encouragements aux forces de défense et de sécurité pour les nombreux sacrifices consentis pour sauvegarder l'intégrité du territoire burkinabé. À présent, je passe la parole donc au député Kouama pour sa nous constatons que nos détenus sont régulièrement attaqués, causant plusieurs pertes en vies humaines et de l'armement emporté. Est-ce que l'État peut trouver d'autres stratégies en créant des unités mobiles pour éviter à nos détachements d'être chaque fois attaqués? Deuxièmement, qu'est-ce que l'État... Deuxièmement, qu'est-ce qui empêche l'État de diversifier les partenaires extérieurs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme? Et troisièmement, est-ce qu'il n'est pas temps de déployer les VDP dans tous les villages du Burkina Faso et être pris en charge par les communes? Merci. Député Dieudonné Ouedraogo. Alors, merci donc, Monsieur le Président. Alors, je voudrais appuyer d'abord l'impression de l'honorable Sanou du groupe parlementaire UPC pour l'impression qu'il a eue. J'ai eu la malheureuse impression d'avoir écouté plutôt un homme politique qu'un homme de terrain. Peut-être que c'est au regard de l'absence donc d'une tenue militaire, mais on aurait été beaucoup plus heureux de voir un général donc s'adresser à la représentation dans cet état donc de guerre. Alors, j'ai deux préoccupations. Une préoccupation a déjà été soulevée par certains de mes confrères. Et pouvez-vous dire, Monsieur le ministre, donc au peuple burkinabé qui nous écoute, si nos forces de défense et de sécurité disposent des équipements et des aéronefs nécessaires à la défense du territoire? Bien sûr, sans aller dans le détail du secret militaire, quand même, je pense que c'est une information que le peuple a besoin de connaître. Ma deuxième préoccupation, c'est quel est l'état actuel donc, de coopération avec donc, certains pays comme la France en termes de renseignement. Est-ce que aujourd'hui, à l'heure actuelle, est-ce que le Burkina continue sa coopération avec certains pays alliés tels que la France en termes de renseignement? Voici donc, Monsieur le ministre, mes différentes préoccupations. Merci à tous les présidents. Monsieur le ministre, au-delà des dysfonctionnements relatifs au relèvement et au ravitaillement des hommes constatés dans le drame d'Inata, pouvez-vous, Monsieur le ministre, nous situer sur la nature et l'ampleur des dysfonctionnements dans les précédentes attaques contre les détachements de notre armée? Monsieur le ministre, je vous invite à un petit exercice pratique. Quand vous...